Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. On conclut le cours de l'anémie carentielle ferriprive. Dans cette partie, on va aborder le tableau clinique, diagnostic, les examens cliniques ou bien l'aspect en hémogramme et bien sûr le traitement substitutionnel. Toujours, vous allez trouver tous les supports dans la description. Comme d'habitude, vous êtes habitués à ça. Toujours, je vous invite à abonner, chers amis. Toujours, je vous demande un maximum de j'aime et de partage. Ne laissez pas ces vidéos à votre disposition. Un maximum de j'aime, un maximum de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, on va aborder la clinique. Toujours, il existe, c'est du syndrome anémique. Un syndrome anémique, faites attention, il est d'installation là qui est progressif. Ça va nous permettre de faire la différence entre l'hémolyse qui est aiguë. Je répète, l'installation du syndrome anémique dans l'anémie carentielle ferriprive, il est progressif. Il est généralement longtemps bien toléré. Donc cette anémie-là, qui va s'installer de façon chronique, de façon progressive, elle est généralement très bien tolérée. On peut avoir des patients à un taux d'hémoglobine qui est inférieur à 8, inférieur à 6, avec un état général qui est bien conservé. Donc, pour ce syndrome anémique, on va noter la pâleur cutanéo-muqueuse, donc carence en fer, pâleur cutanéo-muqueuse. Et là, voilà là. On va noter aussi l'asthénie, la dyspnée, des vertiges, des céphalées et même des palpitations. Donc, faites attention devant une palpitation. Chez surtout une femme, il peut s'agir d'une anémie. On va aborder ça dans le prochain module, dans la cardiologie. Donc, un syndrome anémique, une pâleur, asthénie, dyspnée, vertige, céphalée, voire palpitation, une tachycardie. Donc, une anémie peut causer des palpitations, peut causer de tachycardie et même peut causer un souffle systolique qui est fonctionnel. Et pouvons même aller jusqu'à une angine de poitrine. Donc, devant des palpitations, tachycardie, souffle systolique, voire douleur ou angine de poitrine, surtout chez les femmes, pensez à une anémie par carence partielle, une anémie ferriprive. D'autres signes qui sont très utiles pour poser le diagnostic, ils sont spécifiques à manque ou bien au manque du fer. Ce sont les signes sidéropéniques. Donc, les cheveux qui vont être secs et cassants, premièrement, les ongles qui vont être concaves, ou bien l'aspect en koilonishi, ça c'est à retenir, un perlage commissural et la glossite, l'inflammation de la langue. Donc je répète, trouble de Fanner, cheveux secs et cassants, la koilonishi, l'aspect de l'ongle qui va être concave vers le haut, un perlage commissural et de la glossite. Aussi, on peut noter, on peut ajouter à ce tableau-là la gastrite atrophique, à retenir, l'atrophie des muqueuses génitales et valvulaires, ou bien vulvaires, troubles de comportement alimentaire. Ça, c'est la pathologie psychiatrique. On peut noter là l'ingestion de produits qui sont diminués de valeur nutritive. Donc là, on peut noter la géophagie. Donc, phagie, c'est ingestion, ingérir. Donc, la géophagie, l'ingestion de terre, et la trichophagie, l'ingestion des cheveux. Donc ça, c'est la pathologie psychiatrique. Donc je répète, un syndrome anémique qui est longtemps très bien toléré, une pâleur cutanéo-muqueuse, les signes cliniques d'orientation cardiologique, donc faites attention devant des palpitations, tachycardie, souffle fonctionnel, voire même une angine de poitrine. Les signes de la sidéropénie qui sont très spécifiques, en carence martiale, en manque de fer, les cheveux cassants et fragiles, l'aspect de onchoilonichi, donc l'angle qui va être concave vers le haut, le perlèche commisséral et la glossite. On peut ajouter aussi ça, tout ça c'est à retenir, j'espère que vous allez le noter, la gastrite atrophique, atrophie du muqueuse génitale et vulvaire surtout chez la femme,
Un trouble de comportement, ça c'est de la pathologie psychiatrique, la géophagie et de la trichophagie, c'est l'ingestion des cheveux. Donc vous voyez là, la clinique, elle est très facile, vous pouvez facilement, donc un médecin généraliste peut facilement poser le diagnostic d'une anémie fériprive, donc d'une carence partielle. Passons maintenant aux examens paracliniques. Donc en hématologie, on a de l'hémogramme et le frottis sanguin périphérique. Donc, je répète les examens paracliniques pour confirmer le diagnostic d'une anémie fériprive. C'est de l'hémogramme et du frottis sanguin périphérique. Pour l'hémogramme, on va noter une anémie. Selon la définition dans la première partie, je répète, l'anémie, elle est définie par un taux d'hémoglobine qui est bas selon les normes concernant l'âge, le sexe. Et n'oublie pas l'aspect chez la femme enceinte. C'est inférieur à 11. Je répète, c'est à retenir par cœur. Une anémie qui est microcytaire, ça on avait dit dans la première partie. Un VGM qui est inférieur à 80. L'anémie, elle est hypochrome. Je répète, c'est le fer qui va donner, c'est le principal constituant du lemme qui va donner la coloration. C'est l'hémoglobine qui va donner la coloration rougeâtre des globules rouges. Donc, l'hypochromie, et la voilà, l'hypochromie dans le frottis sanguin périphérique. Donc, un CCMH qui est inférieur à 32%. L'anémie, je répète, elle est à régénérative. Donc, l'anémie carentielle, je répète, à retenir, faites attention, elle est à régénérative. Par contre, c'est l'anémie hémolytique qui est fortement régénérative. On va aborder les anémies hémolytiques dans notre prochain cours. Donc, une anémie à régénérative, un taux de réticulocytes qui est inférieur à 120 000 par millimètre cube. Là, dans l'anémie fériprive, le taux de globules blanches, il est normal. Et vous allez voir la différence entre cet aspect-là et l'anémie mégaloblastique. Le taux de plaquettes aussi, il est normal. On note légèrement, parfois, une augmentation légère de taux de plaquettes. Donc, je répète, anémie, microcytaire, hypochrome, régénérative, taux de globules blanches normal, taux de plaquettes normal ou parfois légèrement augmenté. Donc ça, c'est en hémogramme. Dans le frottis sanguin périphérique, on va noter l'aspect biologique. Donc on note le microcytose, c'est la petite taille de globules rouges. Et l'hypochromie, c'est la couleur pâle. Là, voilà, une globule rouge qui est de petite taille, d'une couleur qui est pâle. On parlera là d'une microcytose, une hypochromie, une anémie, microcytose, hypochromique. Là, on est sûrement devant une anémie en carence fériprive. Donc, je répète, l'hémogramme et le frottis sanguin périphérique. Ce sont les deux examens qui vont nous permettre de voir les manifestations de l'anémie selon l'aspect de globules rouges. C'est le microcytose et l'hypochromie. Donc, une globule rouge de petite taille, une globule rouge qui est pâle. Et ça, c'est très évocateur d'une anémie fériprive. Donc, j'espère que c'est clair pour l'étude biologique, l'hémogramme et du frottis sanguin périphérique. Ce sont les deux examens à prescrire devant une suspicion d'une anémie fériprive. J'espère que c'est clair. Aussi, on peut ajouter un bilan martial. Donc, il doit être fait avant tout traitement pour confirmer l'origine carentielle de cette anémie. Donc, qu'est-ce qu'on va noter dans le bilan martial, le bilan du fer? On va noter un fer ciré qui est diminué, un taux de fer inférieur à 70 microgrammes par décilitre. On va noter là, ça c'est à retenir, c'est une question fréquemment répondue au niveau des examens. Donc, un taux de fer ciré qui est diminué, mais la capacité sidérophilique donc d'augmenter via la capacité de fixation sidérophilique, elle va être augmentée. Donc, qu'est-ce qu'on va noter? Une capacité totale de fixation du fer, un CTFS qui est supérieur, ça c'est à retenir, supérieur à 350 microgrammes par décilitre. Donc, je répète, un taux de fer ciré qui est diminué. Par contre, une capacité de fixation sidérophilique qui est augmentée, un CTFS supérieur à 350 à retenir par cœur. Aussi un coefficient de saturation qui est diminué
Donc un CS qui est inférieur à 16%, tout ça, il est à noter. C'est primordial pour poser le diagnostic. Et le majeur critère pour poser le diagnostic d'une anémie carentielle ferriprive, c'est le taux de la ferritinémie qui est basse. On avait parlé de ça dans la première partie où on avait dit que c'était la ferritine qui est le réserve principal. C'est la première qui va être atteinte en cas de carence. C'est elle qui va définir l'anémie ferriprive. Donc l'anémie ferriprive, on va noter dans le bilan martial une ferritinémie qui est basse, une ferritinémie inférieure à 12 microgrammes par décilitre. Et c'est là le diagnostic de certitude. Donc je répète le bilan martial, le fer serré qui est diminué, la capacité de fixation de sidérophiline elle est augmentée, un CTFS supérieur à 350. Troisièmement, un coefficient de saturation qui est diminué. Donc tout ça est à retenir par cœur. Un coefficient de saturation inférieur à 16%, mais ce qui nous va permettre de poser le diagnostic de certitude d'une anémie ferriprive. Il existe de multiples diagnostics différentiels avec cette dernière. C'est le taux de ferritinémie qui est basse, les réserves qui vont être basses. C'est elle qui va poser le diagnostic de certitude d'une anémie ferriprive. J'espère que vous allez retenir cette plaque-là par cœur. Quatrièmement, en cas d'absence de bilan martial, le diagnostic il est affirmé par, ça c'est à retenir, donc le diagnostic il est affirmé, diagnostic de certitude par dosage de ferritinémie, ou bien un test thérapeutique qui consiste à quoi? C'est très simple, c'est donner du fer perros en dose thérapeutique. Et s'il y a une augmentation, ou bien une augmentation des réticulocytes et de l'hémoglobine en huitième vers le dixième jour. Donc les diagnostics de certitude, c'est le dosage de la ferritinémie et aussi le test thérapeutique. Si on administre du fer chez un patient qui a eu tous ces symptômes-là et on note là l'amélioration du taux de réticulocytes, l'hémoglobine qui va être améliorée vers huitième et dixième jour, ça aussi c'est le diagnostic de certitude. Donc tout ce qui est en rouge à retenir, la ferritinémie, le diagnostic de certitude, le test thérapeutique et la triade. Fer sérique diminué, capacité de fixation qui va être augmentée à retenir un coefficient de saturation inférieur à 16%. Avant de passer à la plaque suivante, on va faire une note à béné qui est très importante. Donc malgré que l'anémie là, elle est régénérative, il est inutile de faire un myelogramme. Donc, devant une anémie ferriprive, faites attention dans vos cas cliniques, il est inutile de faire un myelogramme. Donc, c'est la carence en fer en périphérie, ça c'est à retenir, qui va induire une érythropoïèse qui est insuffisante. Donc, une anémie régénérative, il est inutile de faire, notez ça bien, il est inutile de prescrire un myelogramme devant une anémie ferriprive. Elle est bénigne, elle va guérir par supplémentation, malgré qu'elle est régénérative. Il est inutile, c'est la carence en fer en périphérique qui va induire une insuffisance de synthèse de l'érythropoïèse au niveau de la moelle osseuse. Ça, c'est à retenir aussi. J'insiste sur cette plaque. Un autre critère qui est très important. Il existe de multiples diagnostics différentiels avec une anémie ferriprive. Je répète, c'est le taux de ferritine qui va être bas dans l'anémie en carence martiale. Il existe de multiples diagnostics différentiels. C'est l'anémie inflammatoire, les bêta-thalassémies, l'anémie sidéroblastique. Donc, tous ces anémies-là, tous ces diagnostics différentiels, on va noter un taux de ferritine qui va être soit normal, soit augmenté. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre de poser le diagnostic de certitude entre, bien différencier entre une anémie qui est carentielle martiale ou une anémie inflammatoire? C'est le taux de la ferritine qui va nous confirmer. Je répète, dans l'anémie ferriprive, le taux de ferritine il est diminué. Par contre, aux anémies inflammatoires, où le taux de ferritine il va être soit élevé ou bien normal. Donc, c'est la ferritine qui va nous
permettre de poser le diagnostic de certitude et de le différencier avec une anémie d'origine qui est inflammatoire. Donc, le diagnostic positif d'une anémie fériprive, il est très facile devant la clinique, devant un bilan martial, devant un test thérapeutique et un taux de ferritine qui est diminué. Donc, aucun diagnostic différentiel doit être difficile à poser. Donc, c'est facile de diagnostiquer une anémie fériprive lorsqu'elle existe devant ce tableau clinique et paraclinique. J'espère que c'est clair pour la clinique et la paraclinique. Avant de conclure, on va aborder les étiologies et dernièrement le traitement. Donc, les étiologies sont multiples, soit carence en apport, ou bien l'augmentation des besoins, ça c'est à retenir, un défaut de malabsorption, ou bien des pertes excessives. C'est le mécanisme le plus fréquent, surtout chez les femmes. Donc, si on vous pose la question, quel est le mécanisme essentiel de l'anémie fériprive? C'est les saignements, surtout des ménométrorragies. Donc, ça, c'est une question à poser dans votre diagnostic ou bien dans votre anamnèse, surtout chez les femmes. Le saignement ou bien les saignements sont les causes fréquentes, les plus fréquentes, généralement gynécologiques. Ils vont causer l'anémie fériprive. Donc, les étiologies par carence d'apport, ils sont rares chez l'adulte jeune, mais ils sont souvent rencontrés chez le vieillard. Ils sont fréquents chez le nourrisson, le prématuré, la grossesse gémellaire et même des carences chez la mère. Donc, premièrement, les carences d'apport. Deuxièmement, on peut noter une anémie carentielle fériprive devant une augmentation des besoins. C'est au niveau de la croissance, au niveau de grossesse et d'allaitement. C'est pour cela, c'est l'indication à la supplémentation partielle devant ces trois cas-là. Croissance, la grossesse et l'allaitement. Donc ça, c'est deuxièmement l'augmentation des besoins. Tout ça, ce sont des étiologies. Parfois, c'est de la malabsorption. Un patient gastrectomisé, j'espère que vous vous souvenez de la gastrologie. Une maladie du grêle, maladie cœliaque, maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique. Donc tout ça, on a abordé en gastrologie. Ou bien, comme on avait dit, les pertes excessives qui est le mécanisme le plus fréquent, surtout chez la femme, c'est le saignement gynécologique, les ménométrorragies, les fibromes, l'insuffisance hormonale et même parfois des cancers qui vont saigner. Donc, parfois c'est un saignement digestif. Donc, tout ça c'est à rechercher. Ce sont des urgences. Donc, devant des hémorroïdes, un ulcère, une hernie hiatale, varices œsophagiennes. J'espère que vous souvenez du module de gastrologie, des épistaxis ou bien des dons de sang qui sont répétés. Mais gardez bien, c'est le saignement gynécologique chez la femme qui est le mécanisme le plus fréquent des pertes excessives de maladie ou bien d'une anémie carentielle fériprive. Dernièrement, on abordera le traitement. Le but là, c'est corriger l'anémie, restaurer les réserves, la ferritine. Donc, on dira que l'anémie est restaurée devant un taux de ferritine qui va être normal. Traiter l'étiologie, bien sûr, et prévenir la survenue de cette anémie-là. Donc, le traitement là, on dispose de deux formes, soit un traitement par voie orale ou un traitement parentéral. Donc, les trois médicaments qui sont utilisés comme traitement oral, là, on peut noter le fumafère, donc c'est la supplémentation en fer, le tardiféran et même le ferrostrane. Donc, chez l'adulte, c'est l'administration de 2 à 3 mg de fer par kilogramme par jour. Chez l'enfant, on note, comme on avait dit, les besoins qui sont augmentés, c'est la croissance. Donc, c'est entre 5 à 10 mg de fer par kilogramme par jour. On prescrira le fumafère, le tardiféran et le ferrostrane. Donc, ce sont les trois médicaments, ce sont les trois traitements par voie orale. Mais la voie orale, elle a ses effets secondaires que vous êtes censé de retenir. Donc, on note premièrement les troubles digestifs. Troubles de digestion. Donc, parmi les effets secondaires du traitement,
supplémentaires en fer par voie orale, c'est la constipation, la diarrhée, l'épigastralgie et la coloration noirâtre des selles et même parfois la coloration des dents aussi. Donc je répète, par voie orale, c'est la constipation, diarrhée, l'épigastralgie, douleur abdominale et aussi la coloration noirâtre des selles. C'est un effet secondaire. Donc, devant une coloration noirâtre en selles, recherchez un traitement supplémentaire en fer. Donc, ça peut être la cause. La durée de traitement dans ce cas-là est de 6 mois. Donc, devant la voie orale, 3 médicaments, le fumafère, le tardiféran, le férostrane. Les effets secondaires sont généralement de manifestations digestives. Gardez bien l'aspect noirâtre des selles. Et là, la durée de traitement est de 6 mois afin de prévenir la rechute. Si la voie orale est intolérable, on va passer à la voie parentérale, soit intraveineuse ou intramusculaire. Donc la posologie, c'est 1,5 mg par kg par jour, 12 jours, sans dépasser les 300 mg par jour. Donc chaque 2 jours, on va administrer 1,5 mg par kg par jour de Jectofer ou de Venofer sous forme des ampoules. Donc, sans dépasser, faites attention, 300 mg par jour. Les indications là, c'est en cas de devant d'un syndrome de malabsorption digestive qui est intolérable ou bien une intolérance digestive ou bien une malabsorption digestive. Donc, on prescrira ou bien, premièrement, on favorisera la voie orale parce que la voie parentérale, elle est douloureuse. Donc, on préfère la voie parentérale plutôt la voie orale. Donc, 3 médicaments fumafères, tardiféran, férostrane. Les effets secondaires sont des intolérances digestives qui sont généralement tolérées, mais en cas d'intolérance digestive, un syndrome de malabsorption, on va passer à la voie parentérale, soit intramusculaire, soit intraveineuse. C'est le Jectofer, le Venofer. Il est indiqué en ampoule. Donc, 1,5 mg par kg par jour, tous les 2 jours. Et faites attention, ne pas dépasser les 300 mg. Le fer peut être toxique. On va aborder ça. Bien ça, on a vu en pharmacologie. Et toujours les indications de la voie parentérale qui est très douloureuse. C'est en cas d'un syndrome de malabsorption ou bien d'une intolérance digestive ou en cas de vomissement. Donc ça, c'est tout pour l'anémie fériprive. J'espère que les vidéos sont utiles. J'espère que vous avez noté tous les points forts. L'anémie fériprive est une compétence que tout médecin doit acquérir. Un médecin généraliste peut gérer une anémie fériprive totalement. Donc c'est une compétence à acquérir. Je vous remercie toujours pour votre attention, chers amis. Je vous rencontrerai dans la suite de ce cours. On va aborder les anémies mégaloblastiques. L'anémie par carence en facteurs anti-pernicieux, le vitamine B9 et B12. Je vous rencontrerai très prochainement, chers amis. Je vous souhaite le bon courage dans vos préparations. Merci et à la prochaine.